Mélenchon en Finance. Vous avez la parole pour nous introduire et nous présenter ce débat. Si, monsieur le maire, tous mes chers collègues, d'abord, je voulais commencer par une image récapitulant la nature de l'exercice, montrant à la fois où on en est et ce qui se présente à nous. Alors, symbolisant différentes choses, hein, symbolisant d'abord le fait qu'il y ait des échéances électorales importantes, donc on n'est évidemment pas les résultats, symbolisant aussi qu'il y a le variant, les Covid, qu'on connaît aussi, et qui sont un facteur aussi d'incertitude. Et puis des contraintes que j'ai symbolisées par des masques que j'ai accrochés au fil sur lequel le personnage fait funambule. Voilà, donc pour introduire un peu le propos. Alors, donc un rappel réglementaire du contexte dans lequel on a aujourd'hui ce débat budgétaire, qui est l'ensemble des articles qui nous sont présentés, je ne vais pas lire. Et en poursuivant, j'ai voulu quand même rappeler un point pour montrer un peu la difficulté de l'exercice en extrayant un paragraphe qui est entre les côtes, là que vous voyez, entre les petits symboles, qui montre un peu la difficulté pour une collectivité, en tous les cas, de naviguer dans une complexité qui est avérée. Là, je vous laisse découvrir, je vous rassure là aussi, je ne vais pas lire, mais c'est un extrait de la loi de finances 2022. Donc c'est pour rappeler en écho l'image que je montrais juste avant. Pourquoi l'exercice n'est pas facile et donc qui appelle votre indulgence quant au fait que les choses sont fatalement un peu imprécises et procèdent en fait de la meilleure volonté pour arriver au plus réaliste possible, mais avec un certain nombre de difficultés, moi-même n'étant pas un expert de tous ces cibles que vous voyez. Voilà, donc c'est dans ce contexte qu'on va vous présenter la suite. Alors pour commencer, quelques éléments de contexte national. Donc j'ai repris ici les projections de l'OCDE au PIB pour différents pays, en montrant donc pour la France les 3 années 2021, donc ça c'est historique, 2022 et 2023. Et c'est une planche intéressante parce qu'elle nous permet de comparer aux autres pays environnants, tout à fait comparables. Je pense à l'Allemagne, l'Italie et quelques autres. Avec peut-être une singularité pour la France qui passe sur cette diapositive, qui est qu'on n'est pas tout à fait au même niveau d'équilibre de la balance du commerce extérieur que d'autres pays européens, qui montrent des chiffres sur 2022 et 2023 qui sont comparables aux nôtres. Donc c'est un élément qui a été pris en compte dans la suite de ce qui va vous être exposé, parce que c'est une singularité qu'on ne peut pas écarter en fait, de l'analyse contextuelle. Historiquement, voilà ce qui s'est passé ces dernières années, vous le savez, hein, puisque donc, le fort impact de Covid et donc aussi sur les aspects économiques, avec un rattrapage qui est en cours, puisqu'on voit qu'après une décroissance de 8% du PIB en 2020, la France remonte la pente à plus 6,3%, n'est pas tout à fait encore au niveau de 2019, donc, mais tendanciellement, en fait, les choses s'améliorent. Bon, il y a quand même des difficultés extérieures qu'on voit apparaître. Vous avez sûrement entendu les débats récents sur l'augmentation vertigineuse des prix de l'énergie. Ça va être une difficulté qui va peser, qui ne pèse pas que sur nous, hein, puisque c'est une des causes sous-jacentes en fait, de l'augmentation importante de ces prix de l'énergie, c'est le surenchérissement du prix de la taxe carbone, qui est passé de 40 à 80 € la tonne en l'espace de quelques temps, plus un contexte géopolitique que vous connaissez, qui fait une pression sur les approvisionnements de gaz. Donc tout ça aura un impact. Donc comment va être le PIB en 2022, je ne sais pas évidemment, mais ça peut expliquer aussi en écho pourquoi dans les débats qu'on entend en ce moment une préoccupation de nos concitoyens sur tout ce qui touche au pouvoir d'achat en particulier. Parlant des comptes de la France donc pour 2022 et des projections, je vous ai mis un petit tableau qui récapitule 2 graphiques
Sur la gauche, vous voyez l'évolution du PIB ces dernières années et la part de la consommation, c'est-à-dire la consommation des ménages, sur ce PIB. Donc, sur 2020, on était à 53%, comme vous le voyez. Et sur la partie droite, vous voyez en fait un autre graphique qui montre l'évolution de l'épargne. En fait, c'est quelque chose qui retrace un ensemble d'événements qui se sont déroulés depuis l'année dernière, où par différents mécanismes en fait, qui ont comblé un certain nombre de déficits potentiels d'entreprise pour prévenir des licenciements ou des faillites anticipées. Le programme en fait, de renforcement financier du secteur des entreprises et des ménages a en particulier, c'est le graphique de droite, contribué à une augmentation très significative de l'épargne, puisqu'on voit sur le graphique, si vous regardez l'échelle, qu'on culmine à environ 160 milliards de surplus d'épargne des ménages. Alors évidemment, tout ça a un prix, un coût miroir, qui est celui de la dette, et qu'on va voir en parallèle, et donc c'est quelque chose qui là encore va rentrer en ligne de compte dans les projections qui vont vous être proposées. En parallèle, sur la même période, parlant toujours du PIB, on est à 25% en 2020 de dépenses du PIB pour de la dépense publique, donc c'est hors protection sociale, je précise bien, parce que si vous ajoutez la protection sociale, on est plutôt à un bon 30% de plus. Donc c'est uniquement la dépense publique au sens des administrations, et pas du tout la protection sociale comme je l'ai indiqué. Et puis surtout, le point qui est important, c'est la dernière ligne. On est sur, semble-t-il, alors c'est pas moi qui le dis, c'est souvent des économistes bien plus savants que moi en la matière, on est sur une projection du retour d'une forme d'inflation. Alors, donc il n'y a pas de consensus encore sur cela, mais entre 4 et 5%. C'est un point qui est important. Pourquoi l'inflation? Vous dites quel rapport entre l'inflation, les reflets, le budget, ça n'a rien à voir. En fait, si, ça a à voir, puisque ça a un impact en fait, sur les taux d'intérêt et aussi sur ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. On en parlait brièvement juste après. Donc, parlant de la dette, justement, donc toujours dans le contexte international, vous voyez ici, en tendanciel, en pointillé, en rouge, l'évolution des taux auxquels le France Trésor emprunte. Donc, on a souvent été en taux négatif, mais c'est quelque chose qui semble être derrière nous. Ces taux négatifs pendant un certain nombre d'années, pas spécifiques à la France, mais spécifiques à l'Europe, au travers de l'action de la Banque centrale européenne, a créé une espèce d'ambiance de ce qu'on appellerait de l'argent magique, en quelque sorte, par des mécanismes financiers de rachat d'obligations. Je ne vais pas trop détailler ici, parce que ce n'est pas trop le droit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'emprunte pas aussi bon marché qu'avant. Ce qui est important quand même, rappelez-vous de ce dont je vous parlais, évoquant le taux d'inflation, ce qui est important, c'est le taux d'intérêt réel, qui est égal en fait à la différence entre l'inflation et les taux d'intérêt auxquels on emprunte à 10 ans. Les OAT qui sont à 10 ans, qui sont là, sachez qu'ils peuvent être à 20, 30 ou 50 ans. Et le taux d'intérêt réel, qui est la différence entre l'inflation et les taux, en quelque sorte, donne une idée de la soutenabilité de la dette. On comprend bien que s'il y a une inflation des prix, alors les caisses de l'État rentrent plus de TVA, alors c'est plus facile, je simplifie, c'est plus facile de rembourser les emprunts de dette. Donc, tant qu'il y a un différentiel qui est suffisamment important, qui sont de l'ordre de 2% minimum entre ces taux auxquels la nation emprunte et les taux de l'inflation, une espèce de boucle vertueuse en quelque sorte, mais c'est une spirale qui va pas jusqu'à l'infini, reste viable, mais avec quand même des limites. Alors, une des limites, c'est un petit peu ce qu'il y a là, c'est à savoir qu'on est dans un contexte en fait, de projection budgétaire multiannuelle qui est un peu incantatoire, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, j'en soulignais quelques-unes, et donc il y a un ensemble de projections qui sont faites,
Pour 2022, comme il est précisé, la loi de finances montre un déficit public qui pèserait 4,8% du PIB, dont seulement 0,1% pour ce qui s'appelle les APUL. Alors, les APUL, c'est où? C'est les administrations publiques locales, c'est le terme officiel. Vous voyez, nous, on est à quasi-équilibre, ce qui n'est pas étonnant puisque les collectivités locales sont soumises à ce qui s'appelle la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit, contrairement au niveau de l'État, de voter un budget en déficit. Donc nous, les APUL au sens large, au groupe de communes, départements, EPCI et régions, sommes à l'équilibre budgétaire, ou quasi-équilibre budgétaire à 0,1%, comme vous voyez. Il y a un autre horizon, c'est celui probablement de la stabilité budgétaire européenne, puisqu'il y a des critères de stabilité que vous connaissez de réputation, qui sont les fameux 3% de limitation de déficit budgétaire, les 60% maximum d'endettement, qui ont été mis un peu de côté pendant les 2 dernières années, pour justement faciliter le traitement des crises Covid qui se sont succédées avec les vagues successives que vous connaissez. Mais très certainement que, à la lumière de la nouvelle coalition issue du vote des Allemands, eh bien, il va y avoir un retour en fait, de ce secteur budgétaire et donc, on ne peut pas passer à côté de ce qui va se décider, puisque vous savez très bien, le Parlement d'Europe fonctionne de 2016. Donc, il y a une nouvelle équipe qui a remplacé l'équipe sortante qui a des attentes. Donc, on ne pourra pas, je pense, très longtemps lui déroger. Il y a quand même une option intéressante qui est celle d'une trajectoire de soutenabilité de la dette, comme je l'exposais, qui pourrait faire qu'il y ait une revisite en profondeur de ces 3% de déficit budgétaire et les 60% d'endettement, mais ce n'est pas encore gagné, puisque tout ça est sur fond de discussions qui sont encore en cours. Pour vous donner juste une image des choses, il y a des modèles qui ont été faits. Si pendant jusqu'à 2027, en France, nous avons une croissance qui est de l'ordre de 1,3 à 1,6% par an, et si nous réalisons 10 milliards d'économies de dépenses publiques, réduction du déficit budgétaire par an sur l'horizon de 2027, année après année, de 10 milliards, avec une inflation de 3 à 4%, et une non-flambée des taux à long terme, eh bien alors, on pourra atteindre l'horizon 2027 qui est posé. Donc il y a quand même des éléments chiffrés, assez tangibles, hein, qu'on pourra suivre pour justement voir en cours de route si les hypothèses budgétaires sont là ou elles ne sont pas là. On n'est pas dans une logique non chiffrée qui ferait qu'on devrait attendre la fin de la partie 2025 pour dire ah, on a réussi, on n'a pas réussi. Parce qu'entre-temps, on verra juste après, on a un certain nombre de dépenses importantes sont engagées. Donc, très important d'avoir sur le radar l'évolution de ça. Au final, on peut, c'est ce qu'il y a toujours en bas de page, sur celui d'avant, avec la courbe. Voilà. Au final, on pense à ce stade des choses, dans ce débat de orientation budgétaire, qu'il y aura certainement une loi de finances rectificative après juin 2022, pour un ensemble de raisons que j'ai évoquées, qui sont aussi liées à la loi de finances elle-même, puisque donc, elle a été votée, elle est en vigueur, et elle montre un déficit public de 155 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez important. Alors ces 155 milliards d'euros qui sont utilisés quand même, hein, puisque ce budget 2022 inclut à la fois les investissements du programme de France 2030, inclut le chèque inflation, qui sont des coûts nets en fait. Hein. Donc c'est intégré en fait dans ce budget. Il y en a même qui vont présenter, disent on a pris en compte le chèque fruits et légumes. Ce que je n'ai pas vu passer encore. Enfin bon, donc ce n'est pas 155 milliards qui ne s'expliquent pas, le déficit, ils sont là. Et puis les perspectives de France Trésor, qui est validées corroborées par les projections de la Banque de France, montrent que en 2022, la France en fait empruntera environ 10% de son PIB en non APD, c'est-à-dire des emprunts à long terme,
On est à ce niveau d'emprunt que vous voyez, c'est-à-dire 2798 milliards d'euros de dettes. Ces dettes-là, en fait, s'échelonnent à court, moyen et long terme. Pour atteindre la trajectoire budgétaire de 2027 que j'évoquais précédemment, quand on regarde les rapports d'analyse en fait, de France Trésor, c'est l'organisme qui emprunte pour la France en fait, sur le fonds souverain ou sur les marchés. En fait, on voit qu'ils ont renégocié énormément de contrats d'emprunt à court terme sur des contrats de long terme. Et en gros, ils ont repoussé dans le temps et dilué la charge de la dette en partie, en tous les cas, pour donner une chance d'y réussir. Et malgré tout, en 2022, dans la loi de finances, on empruntera 10% de notre PIB, ce qui viendra s'ajouter aux chiffres qui sont là. Donc, ça vient corroborer l'hypothèse de budget que vous voyez en bas. On a quand même une chance, c'est de faire partie d'une Union européenne, puisqu'on n'a au moins pas le problème de la dévaluation de monnaie, puisque ça vient l'euro est une monnaie mutualisée, et donc elle nous protège en fait dans une large mesure, à courte monnaie, puisqu'elle nous permet notamment de ne pas creuser plus encore notre commerce extérieur, puisque environ la moitié de notre déficit de commerce extérieur, c'est des achats d'énergie. Et donc, je l'ai indiqué, vous l'avez entendu tous, je pense, l'énergie va encore augmenter. Donc, avoir l'euro aujourd'hui avec des paramètres financiers, macroéconomiques comme cela, en dehors de l'euro, en dehors de l'Union européenne, la France aurait des problèmes bien plus graves. Donc, voilà pour le contexte. S'ajoute à ça quelques éléments qualitatifs relevés dans le projet de loi de finances, qui appellent quand même une certaine vigilance de la part des collectivités, parce que ces phrases-là ne sont pas anodines. J'en ai repris quelques-unes, sans être exhaustif, mais simplement pour montrer un petit peu la tonalité qui se dégage, puisque l'article 29 de la programmation des finances publiques 2018-2022 préconise, en fait, dicte la maîtrise de fonctionnement des budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, évidemment, on est pris dans ce filet, en quelque sorte, qui vise à appliquer cet article. Alors, il a été suspendu pendant quelques années, c'est pour ça qu'on n'en a pas vu les effets à ce jour, mais il nous indique que dans la loi de finances de cette année, 2022, eh bien, tout ça va revenir et va rentrer en vigueur. Probablement pas, comme on l'indique, comme je l'ai déjà indiqué, probablement pas avant juin, puisqu'effectivement il y a des échéances importantes, mais probablement après. Alors, quelle est la forme de tout ça et jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Évidemment, ça dépend aussi du contexte international que je remettais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va se passer des choses. Et ça, c'est certain. Il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants aussi, quand même, qui ne sont pas notés ici, mais qui sont intéressants pour les entreprises, mais qui ont un impact aussi sur nous par ricochet, en quelque sorte. C'est la baisse de ce qu'on appelle les impôts de production. Alors, les impôts de production, en deux mots, ce sont des impôts que les collectivités perçoivent directement. Donc, il n'y a pas de triangulation où l'État perçoit puis redistribue. C'est un impôt qui est perçu directement par les collectivités territoriales. Et donc, pour ce qui nous concerne, au travers de l'agglomération de la Grand Parc, c'est un impôt qui était extrêmement problématique, puisque la France était, jusqu'à il y a peu, champion d'Europe des impôts de production. Il faut savoir que les points d'impôt de production, c'est quelque chose que vous payez en tant qu'entreprise sans même avoir fait le premier euro de chiffre d'affaires. Donc ça procédait finalement d'une dégradation de la productivité des entreprises, qui était évidemment problématique sur des marchés concurrentiels. On était les recordman d'Europe. Alors heureusement, il y a eu une réforme en profondeur qui a été menée, et donc ces taxes de production, pour simplifier, une taxe composite, il y a 2-3 composantes, mais je ne détaille pas, ont été ramenés, on se rapproche de la moyenne, européenne. Donc c'est une bonne nouvelle au sens du développement économique,
au sens de la compétitivité des entreprises et au sens de l'emploi potentiel, puisque ça libère finalement de la valeur qui va pouvoir servir à autre chose. Le problème, c'est que c'était une taxe et un impôt que les collectivités percevaient directement. Donc, c'est un manque à gagner direct pour les collectivités. Donc, il y a ce jeu un petit peu de vase communicant où un bien finalement produit un mal ou un mal est produit par un bien, comme vous voulez. Mais voilà, globalement, à un certain horizon, vraisemblablement qu'un équilibre sera trouvé. Mais en attendant, à court terme, ça va être une difficulté, d'autant que, comme c'est spécifié, on voit que le FPIC augmente toujours. Le FPIC est donc quelque chose qu'on va voir là tout à l'heure. On a toujours l'écrêtage de la DGF, qui est une de nos recettes, qu'on va retrouver tout à l'heure. Voilà, un autre point aussi de vigilance qui est important, c'est ce qui s'appelle le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, FCTVA en civil. Alors pourquoi c'est important? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce fonds en fait vient compenser quasiment intégralement, alors pas tout à fait, puisque c'est 16% ou 20%, la TVA que nous payons lors des investissements que nous consentons. En gros, comme si les dépenses que nous allouons en fait, à des investissements étaient en quasi hors taxe. Et au lieu de payer 20%, on paye 20%, mais on en récupère 16%, voilà, en arrondissant les chiffres. Et donc, on voit, en fait, donc c'est important de surveiller le niveau d'enveloppe en fait, de ce fonds, puisque ça donne, c'est un fonds en fait, qui n'est pas illimité, c'est une enveloppe fermée pour un certain montant, et quand il n'y a plus d'argent dessus, ben, c'est terminé. Donc, c'est important de surveiller en fait, à quel niveau cette enveloppe est votée. Et donc, on voit au projet de la loi de finances 2022, qui vous est présenté, c'est ce que j'ai encadré en rouge, qu'il y a une baisse par rapport à 2021 et par rapport à 2020 de ce fonds. Alors, cette baisse fait suite à 2 années d'augmentation, quand même, puisque en 2019, le même fonds valait 5,71, on est en milliards maintenant. Et en 2020, il est monté à 5,95, puis il est évolué à 5,88 et il redescend. Alors, pourquoi c'est un facteur d'inquiétude? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un mécanisme de vase communicant. C'est pour ça que pour plaisanter un peu, j'ai dit Paul est déshabillé pour appuyer Jacques. Parce que si on regarde la ligne juste en dessous, qui est la taxe sur la valeur ajoutée qui affecte les régions, eh bien, cette taxe est prévue pour augmenter. Je rappelle en fait que les régions perçoivent une fraction de la TVA maintenant, en contrepartie de l'abandon d'un autre impôt, qui était notamment sans rentrer dans les détails, qui touche aux taxes habitation, foncière. Donc, il y a une flexibilisation en quelque sorte de ce revenu, mais on voit que quand l'un augmente, l'autre baisse, en cas particulier pour 2022. Donc ça, c'est un premier élément d'inquiétude potentielle, puisque ça signifie qu'il y a un mécanisme un petit peu de jeu à somme nulle qui peut être sous-jacent de ce vase communicant. La deuxième chose, intrinsèquement parlant du chiffre lui-même de 5,74, il est un peu problématique, puisque on va rentrer de plein pied en 2022, plus encore que les années précédentes, dans une année où il va falloir consentir beaucoup d'investissements attachés à la transition écologique, énergétique, et tous ces sujets, du reflet, on a déjà mis en place depuis bien longtemps, mais qui là vont connaître une accélération particulière. Donc, une enveloppe de fonds qui baisse, des encours prévisibles liés à des orientations attachées au climat et aux sujets environnementaux au sens large, on sait qu'elles vont générer en fait, des dépenses supplémentaires. Donc, on peut en tirer 2 conclusions à ce stade, c'est qu'il va falloir faire très vite nos projets, l'enveloppe soit épuisée par d'autres, et 2, être très sélectif sur nos projets pour pouvoir être le plus pertinent possible en matière d'investissement et s'inscrire sur ces enveloppes budgétaires. Voilà, les autres éléments, vous les avez, qui sont présentés. Je ne m'attarde pas plus que ça. Il peut peut-être passer à la suite. Tourner les pages.
Voilà. Alors, un autre petit point de vigilance, avec un impact budgétaire potentiel à surveiller, là aussi, c'est l'entrée en vigueur d'une loi qui s'appelle la loi 3DS. Alors, je sais ce que ça veut dire, cette différenciation et je ne sais quoi. Alors, c'est une loi qui, je vais en parler brièvement, mais il y a la phrase là, que je vous ai retranscrite, la hausse des dépenses de personnel des collectivités territoriales s'explique notamment par la hausse continue des effectifs de la fonction publique, et ce malgré l'achèvement des transferts d'effectifs liés à l'acte 2 de la décentralisation. Alors quand on rapproche à la fois cette phrase qui est extraite de la loi de finances, le tableau qui est fourni avec des chiffres qui sont le secteur communal emploie à lui seul 80% des effectifs de la fonction publique territoriale. Le secteur communal, c'est nous, hein, c'est les communes. Et vous regardez le tableau qui est après, et vous lisez, avant en parler de la fameuse loi 3DS, il y a quand même des points quand même à surveiller tout à fait, puisque même si l'esprit de cette loi est plutôt bon, je dirais dans le sens où elle préconise, au fond, une différenciation territoriale, permettant justement d'avoir des marges de manœuvre décentralisées en quelque sorte, c'est plutôt une bonne chose, enfin, à mes yeux en tous les cas. Elle contient cette loi un petit peu dans une forme en même temps des points qui sont quand même plus inquiétants, comme par exemple le transfert de la gouvernance des agences régionales de santé aux élus locaux. Or, on sait, à l'issue du Covid, la difficulté à composer des agences régionales de santé. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? On ne sait pas quel impact budgétaire ça va avoir, on ne sait pas trop. Mais ça peut faire partie, c'est assimiler une forme de différenciation dans l'intitulé de cette loi. Et si c'est ça la différenciation et que ça va être plus un problème qu'une solution. Mais il y a d'autres points aussi de vigilance, je ne vais pas tous les citer, je vous rassure, mais qui sont par exemple, toujours dans la même loi, la même loi 3DS, le renforcement des services territoriaux de l'État. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il va y avoir une forme de champ libre pour se différencier, mais qu'en même temps, ça sera un petit peu sous tutelle, puisqu'on va voir arriver des renforts en fait, de l'État dans le giron, dans l'écosystème territorial. Quand on rapporte ça à certains rapports de la Cour des comptes, on commence à comprendre que peut-être l'État essaye de placer quelques administrateurs civils qui sont en surnom. Et déjà, dans mon entourage de contact avec d'autres élus un peu partout, on voit arriver pas mal de ce genre de profil. Donc, à surveiller, quoi. Surveiller, qu'est-ce que signifie cette phrase sur les personnels des collectivités, comme si finalement les personnels de collectivités se tournaient le pouce. C'est d'autant plus faux qu'il y a des rapports très clairs sur la durée hebdomadaire du temps de travail qui montrent que, j'ai des chiffres devant moi, je vous les donne rapidement, la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique territoriale, c'est 38,5 heures, dans le privé, c'est 39,2, dans la fonction publique hospitalière, c'est 38,4. Donc, quand on rapproche ça de ce qu'on lit, on comprend que les gens qui sont là, ils font des choses. Quoi. Ils ne sont pas là en surnombre à regarder passer les trains. Donc voilà, ça va être un point de vigilance qui, si on le rapproche des autres éléments qu'on a vu passer, doit amener une certaine attention de notre part, de telle sorte à ce que, en cours de route, on ne se retrouve pas dans une difficulté subite de devoir réduire drastiquement un certain nombre de budgets sous contrainte qu'on n'aurait pas vu arriver. Donc tout ça fait que il y a un contexte, il y a un certain nombre aussi d'autres mesures, on les a pas toutes listées, hein, parce que ça devient assez vite fastidieux, mais les principales, surtout la première et la troisième. La troisième procède en fait d'une logique d'accentuer, et ça a déjà été mis en place par le gouvernement actuel, d'accentuer l'apprentissage. Et donc là, les collectivités sont appelées à abonder dans le sens de cette orientation, qui a produit des effets positifs, hein, les rapports qui sont sortis le démontrent. Et donc là, une taxe d'apprentissage de 0,1% sur la masse salariale
va être prélevé, en fait, c'est une nouveauté. Ça va être prélevé sur le budget de la ville, c'est une nouveauté, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais si c'est pour servir, comme c'est indiqué, des objectifs d'apprentissage, ça sera un bon usage probablement de cet argent. Le point numéro 1 aussi est intéressant, puisqu'il octroie, en tous les cas provisoirement, une compensation intégrale par l'État collectivité pendant une dizaine d'années des recettes liées à la taxe foncière des bailleurs sociaux. Donc, vous savez qu'ils étaient exonérés jusqu'à présent. Donc, ça vient abonder à nos recettes. On verra ça tout à l'heure, plus en détail. Dernier point de contexte, c'est celui du plan de relance. Donc, je vous ai fait un petit résumé finalement de ce que ça veut dire concrètement, ce plan de relance, puisqu'en fait, en soi, il est scindé en plusieurs enveloppes qui sont listées sur la planche que je vous ai présentée, la dotation de soutien à l'investissement local, le fameux DSIL, DRT et puis dotation régionale d'investissement. Il y a plusieurs points importants. D'abord, le point, l'avant-dernier point tout à l'heure en rouge, c'est qui décide. Ça répond à la question de qui décide. Il y a des enveloppes budgétaires, on le voit, mais qui décide? Et en fait, c'est à la main, comme c'est indiqué, des préfets de région et de département. C'était déjà le cas pour le DSIL, évidemment, mais il y a quand même des nouveautés. Le DRT, dotation de rénovation des permis, pour penser à ce dont on parlait quelques minutes, évoquant le fonds de compensation de TVA et l'importance de pouvoir qualifier un certain nombre de projets pour bénéficier d'une partie de cette enveloppe. En parallèle, on pourra aussi, adroitement, en tous les cas, essayer de présenter nos projets sur l'investissement à cette dotation de rénovation thermique tel que c'est mentionné devant nous. Donc, il y a des budgets, tout ne va pas aux collectivités, c'est-à-dire que les montants qui sont là, qui sont présentés, ne sont pas intégralement affectés aux collectivités. Une partie seulement de cet argent est réservée pour les communes. Et avec un point qui est important aussi, qui est qu'il existe en parallèle la possibilité de mettre en place ce qui s'appelle le contrat de relance en transition écologique, qui permettra, si nous arrivons à qualifier un certain nombre de projets, de financer là aussi un certain nombre d'investissements que nous allons voir dans notre plan pluriannuel. Donc, tout ça résumé dans un certain nombre d'hypothèses permet d'en tirer quelques points saillants, en tous les cas, pour alimenter un débat d'orientation budgétaire. On va continuer à accroître la dette au niveau national. C'est dans le plan de finances, c'est 10% du PIB sur 2022. Sur fond, alors je mets entre parenthèses de mauvaise croissance, mais pas le premier sens du terme, mauvaise dans le sens où basée sur la consommation. Si la croissance est basée uniquement sur la consommation des ménages avec un déficit de commerce extérieur abyssal, ça veut dire qu'en fait, nos concitoyens pourraient acheter des objets, des biens fabriqués ailleurs. Elle est mauvaise en comparaison d'une autre forme de croissance qui privilégie plus l'investissement stratégique. Un investissement stratégique est un investissement qui génère de la valeur durable. Et en gros, qui génère de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État à court terme, pas simplement pour l'année en cours, mais aussi pour les années suivantes. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot. Le nouveau pacte de stabilité européen, j'en ai parlé aussi, on ne sait pas encore exactement quel est le résultat, mais ça va être sur fond aussi de discussions assez tendues liées à ce qu'on appelle la taxonomie européenne. C'est ce qui va conditionner comment les 750 milliards que l'Europe va consentir en fait à la transition écologique va distribuer, comment cet argent va être distribué, qu'est-ce qui est qualifiable ou pas. Aujourd'hui, les discussions pointent beaucoup, achoppent beaucoup en fait sur est-ce que le nucléaire est une énergie propre, durable, oui, le sens des émissions de carbone, mais il y a d'autres aspects. Vous voyez, tout ça émulé, c'est évidemment pas au niveau de notre commune, mais ça va conditionner quand même un certain nombre d'enveloppes qui vont pouvoir être sollicitées ou pas pour nos projets.
et dont nous pourrons subir l'impact, quelle que soit la conclusion, puisque ce n'est pas, encore une fois, à notre niveau qu'il s'agit. Voilà, plus les points suivants, qui reprennent de peu en peu un certain nombre de points qu'on a déjà vu passer. Donc, on renvoie la première image du départ, et du bon et du moins bon, je dirais, dans tout ça. Donc, ce n'est pas un paysage complètement sombre, ni non plus une année, comment dire, brillante de perspective. Elle est contrastée, comme beaucoup des années précédentes. Simplement d'une année sur l'autre, la nature du contraste change. Et donc, dans tout ça, nous avons repris un certain nombre d'orientations, qui sont celles qui sont proposées au débat, qui sont en grande partie ces objectifs les mêmes que ceux que nous poursuivons depuis plusieurs années, avec une nouvelle entrée dans la partie objectif et priorité, le point qui s'appelle santé, avec le cas particulier l'acquisition d'un second cabinet médical. Rappelez-vous, on avait déjà acheté il y a plusieurs années, qui est sur l'avenue. Maintenant, il y en a un deuxième qu'on a mis dans ces orientations. Donc, à peu près les mêmes objectifs. Et puis, en matière d'orientation budgétaire, nous tablons sur une gestion durable, c'est-à-dire un effet positif sur pas d'augmentation de la taxe foncière, une stabilité des tarifs et des taux d'effort, tout en poursuivant quand même des recherches d'économie de fonctionnement, non pas parce que c'est un dogme ou une idéologie, mais, rappelez-vous ce qu'on voyait dans les slides précédents, on la petite ligne rouge en bas, si, comme nous pensons qu'il y aura une loi de finances rectificative au deuxième semestre, il ne faut pas, à ce stade des choses, faire autre chose que être prêt à y faire face si l'aventure, ou de mauvaise aventure, je dirais, ces projections sont concrétisées, c'est-à-dire appelant les collectivités à resserrer les budgets. Et puis enfin, le point 4, qui n'est pas inintéressant du tout, puisqu'il va nous ouvrir le chemin des investissements dont on va parler après, profiter dès maintenant des conditions financières de marché qui sont encore favorables, avant qu'elles ne se dégradent, pour pouvoir verrouiller des conditions avantageuses au profit de la ville en matière d'emprunt, en matière de capacité de financement. On a un énorme avantage, pas toutes les villes, c'est que nous avons des finances très saines. Donc, si on faisait un scoring international, on serait 3 à plus. Donc, c'est plutôt bon. Et puis, on a en parallèle aussi sur ce qu'on appelle les critères extra-financiers, investi beaucoup depuis longtemps sur des projets à caractère écologique au sens large. Vous savez, on est 100% LED, on cycle l'eau de pluie depuis des années. On va faire ici l'étalage de tout ce qu'on fait. Donc, on est tout à fait confiant sur notre capacité extra-financière aussi à avoir une notation très bonne, ce qui va nous ouvrir à ce moment-là des voies de financement tout à fait intéressantes, qui sont celles que j'ai évoquées. On n'aurait peut-être pas si on n'avait pas fait ça toutes ces années précédentes. Et donc, en une image, notre animal totem pour 2022. Alors, pourquoi le caméléon? Alors j'ai pris quelques notes, en fait, détendant un petit peu, parce que ces sujets sont un peu rébarbatifs, je ne fais pas d'illusions. Alors, d'abord, le caméléon est un animal à sang froid, c'est-à-dire qu'en gros, il reste calme tout au long des circonstances qu'il peut rencontrer. Mais c'est un animal qui est un reptile et qui est intéressant parce que c'est un reptile qui ne rampe pas. Il marche, il grimpe, il court, il saute et il ne rampe pas en fait. Et donc il est extrêmement agile et il progresse de branche en branche comme ça, il ne tombe jamais par terre. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal pour nous illustrer un petit peu en tous les cas en termes d'objectifs. Et c'est aussi un animal qui n'est pas dangereux, il vit sur son territoire. Mais attention, il a quand même des pattes très griffues et puis surtout des langues très longues et collantes qui lui permettent d'attraper des proies qui sont éloignées de lui, des proies à subvention, je veux dire. Et puis surtout, il change de couleur. Donc il sait devenir tout vert quand son environnement est couvert, et puis surtout tout rouge aussi quand on l'énerve. Voilà, comme le vert. Et puis quand il est content, il se couvre de plein de couleurs. Donc vous voyez, là il est content.
Voilà, donc je pensais que c'était une bonne image de fin avant de rentrer dans le dur. Voilà, les furs. Voilà, des choses beaucoup plus arides, que vous connaissez, qui rappellent donc la structure budgétaire, différenciant budget de fonctionnement horizontalement et investissement dans la partie basse, avec ce schéma de liaison qui est la barre verte, qui est l'alimentation de la recette des investissements par la capacité d'autofinancement que dégage le fonctionnement. Donc on a mis des chiffres sur tout ça. Alors, on a dit, monsieur le maire, ce sont des chiffres début budgétaires, donc ils ne sont pas définitifs, ils sont enveloppes, une enveloppe suffisamment avancée quand même, puisque l'idée c'est quand même de présenter des choses qu'on ne va pas complètement contredire d'ici début mars, mais donc il peut y avoir des variations en cours de route. Donc ce qu'on constate en fait, c'est deux choses, en résumé, on reviendra sur un certain nombre de chiffres un peu plus loin, donc je ne les évoque pas maintenant, surtout que l'autofinancement qu'on peut dégager dans cette épure version 0 en quelque sorte, c'est 2,1 millions d'euros, et un solde de la section d'investissement négatif de 5,8 millions d'euros. Négatif car, sur la partie gauche, en fait, en matière de dépenses d'investissement, on est à une grosse année à 10 millions, plus de 10 millions d'investissements, comme vous voyez. On n'a jamais arrêté en fait, d'investir. Il y a beaucoup de communes qui, face à telle ou telle difficulté, depuis de nombreuses années, ont été obligées d'affaler leurs investissements. Nous, on ne l'a jamais fait, on a toujours maintenu et à la fois des taux de fiscalité inchangés et en même temps des capacités de financement élevées. Mais là, 2022, c'est plus élevé encore que d'habitude. On est plutôt sur une épure de 7 à 8 millions d'habitude. Là, on va aller sur du 10 millions. On va regarder un petit peu tout ça un peu plus en détail. D'abord, pour montrer que l'année 2021 a été une année particulière, et donc on a distingué une aide Covid que nous avons perçue, qui vient compenser un certain nombre de pertes de recettes, et donc elle est toujours la bienvenue, mais évidemment a un caractère singulier, et nous espérons qu'elle a un caractère singulier, puisque donc, ne souhaitons pas qu'elle soit reproduite en 2022, ce qui signifierait qu'on aurait les mêmes difficultés. Et ce qui s'appelle DTMO, c'est les droits de mutation, donc une année aussi où on a perçu beaucoup de droits de mutation par des effets exogènes qui ne sont pas de notre volonté, mais qui sont attachés en fait, au dynamisme du marché immobilier. Et donc tout ça produit des variations qui sont celles que vous pouvez appréhender en comparant 2022 à 2021, mais version hors recettes exceptionnelles, et aussi de 2020. Pour parler des recettes en fait, de 2022, on a 40, c'est pas grave. On a en gros, je fais le calcul de tête, on a à peu près 80% de nos recettes qui proviennent soit des taxes foncières en général, soit des allocations de versets à grand parc, soit des droits de mutation. Voilà, c'est les principales sources de recettes. Tout ça à hauteur de 11 500 000 euros, à peu près, pour tout ce qui est taxes foncières et taxes d'habitation, la partie qui est sur les résidences secondaires, parce que donc maintenant on est rentré en plein régime d'exemption en fait, de la taxe d'habitation, ou du moins un certain nombre de seuils de revenus en fonction de la structure du foyer fiscal. Donc on ne perçoit plus en 2022, on ne perçoit plus le fameux, je ne sais pas si vous en souvenez, ce qui s'appelle un dégrèvement, qui est une compensation momentanée le temps d'une période d'ISO entre le moment où la taxe d'habitation était perçue par les collectivités et le moment où nous sommes arrivés, où tout cela a été remplacé par un mécanisme plus complexe qui renvoie de la taxe foncière vers les communes. On en parlait à différents moments. Ces 11 500 000 euros, ils sont en augmentation par rapport à l'année précédente de 60 000 euros, par rapport à 2021, parce que les bases fiscales ont augmenté de 3,4%. Bon, continue.
C'est un vote qui est fait à l'Assemblée nationale, c'est pas un vote qui est fait ici. Et à cela s'ajoute un ensemble de recettes, je ne détaille pas pour quoi trop long. On en retrouve à la répartition en forme d'un graphique qui vous est montré. Donc vous voyez qu'on a quand même un taux important quand même de dépendance à ces impôts, taxes et droits de mutation, 68%. Le reste de la répartition de recettes étant ce qui vous est présenté. Je n'attarde pas plus. Voilà, merci. Reste toujours la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Alors, en 2022, la DGF, c'est une dotation que l'État donne aux collectivités. En 2022, elle pèsera cette DGF 1 550 000, c'est la courbe en bleu, vous voyez, le dernier point. Elle est en baisse depuis des années, hein, vous voyez, et elle ne pèsera plus que pour 6% de nos recettes. Donc, il y a un désengagement qui a été orchestré depuis un certain nombre d'années, comme vous voyez l'évolution de cette courbe, qui fait que de proche en proche, probablement d'ici quelques années, cette DGF soit disparaîtra complètement, soit sera réduite à une part aussi congrue que ne sera plus significative. Malgré tout, on rappelle toujours, pendant un temps encore, cette courbe orange qui montre le manque à gagner cumulé depuis quelques années. On est quand même à 13 519 000, ce qui est quand même une somme considérable. Et on sait bien qu'en l'espace de 10 ans, on peut faire énormément de choses avec un budget de cette ordre. Ce qui sera corroboré d'ailleurs par l'exposé du plan pluriannuel d'investissement qu'on va regarder dans quelques minutes. Côté droit de mutation, qui s'appelle DMTO, on voit notre prévisionnel depuis des années, la courbe orange, et en bleu, le réalisé. Donc, on pense ce dont je parlais précédemment, à savoir que c'est une recette dont on ne maîtrise pas du tout à porter, puisqu'elle est attachée en fait au secteur immobilier, au nombre de transactions, d'achat-vente, de maisons, d'appartements, de garages, ce que vous voulez. On essaye de s'en rapprocher, c'est très difficile à modéliser. On a tout essayé en la matière depuis des années, avec des professionnels de l'immobilier, avec des modèles mathématiques, même les professionnels eux-mêmes vous disent on ne peut pas avoir mieux que ce que vous avez. C'est pas grave, c'est une bonne structure. Je veux dire, tant que la courbe bleue est au-dessus de l'orange, c'est une bonne nouvelle, quoi. Voilà, ça prouve que la ville est attractive et qu'il y a des transactions et que les gens ils veulent y venir ou veulent y rester en s'échangeant les logements entre eux. On peut poursuivre avec la fraction des recettes tarifaires. Donc vous retrouvez complètement à droite dans le carré en rouge les 3 500 000 € de recettes que j'ai évoquées précédemment, mais avec cette fois la répartition de ces recettes en vertu soit des périscolaires et de la petite enfance et autres types des recettes, d'autres types de recettes tarifaires. Alors, juste un point à préciser, c'est que ce chiffre-là, on l'a modélisé à ce stade des choses sur la base de l'évolution des recettes des mois d'octobre et novembre 2011 par une extrapolation. Pardon, oui, 2021. Je crois que je dis pas 2011, 2021. Et donc, tenant compte à la fois donc, des chiffres réels les plus récents dont on peut disposer, tenant compte aussi du changement des rythmes scolaires, qui modifie finalement aussi le périmètre d'un certain nombre de prestations qui sont offertes aux habitants, et puis tenant compte aussi d'une singularité en avril 2021, où il y a eu une fermeture de crèche pendant 3-4 semaines. Voilà, donc on a essayé de glisser en fait ces effets particuliers de 2021, et c'est sur la base de ces projections qu'on arrive à ce chiffre-là, rappelant ce que je disais précédemment, que tout ça est isotarif. On a parlé des recettes, un mot des dépenses. Donc là, on voit sur le même graphisme en fait, de l'évolution des dépenses entre 2021 et 2022.
avec plusieurs choses en fait à retenir. En 2022, la masse salariale, les dépenses de personnel sont stables, à 11 600 000 euros, qu'on retrouve dans les 21 825. Ce chiffre-là était le même au budget 2021. En 2020, pour mémoire, on avait 11 223, c'est-à-dire en grosso modo 400 000 euros en arrondissement de mois. C'est lié au renforcement entre 2020 et 2021. On voit clairement un petit saut au renforcement d'un certain nombre d'équipes et de filières qui ont été agrémentées de recrutement. S'ajoute aussi en 2022 le retour en plein régime des contributions que nous payons à l'exploitant du centre aquatique des Vertisettes, chose qu'on a oubliée parce qu'on avait fermé la piscine depuis plusieurs années. On a eu une demi-année d'exécution opérationnelle en 2021. En 2022, on est en régime de croisière, c'est-à-dire une année pleine. Et donc notre contribution sur cette partie budgétaire est de l'ordre de 300 000 euros par an. Voilà, plus différentes variations, en plus ou en moins, qui, au bilan, font un différentiel de 600 et quelques euros. Vous voyez, 656 000 euros pour être très précis, entre le budget 2021 et le budget 2022. Mais retenez que sur ces 650 et quelques, il y a 300 000 euros pour la piscine. On est ISO masse salariale, qui représente un poids considérable, puisque c'est 53% du budget, ce que l'on retrouve d'ailleurs sur la diapo suivante, merci, qui nous donne une répartition de ces montants en pourcentage. On retrouve 53%, le 6 que j'ai évoqué, plus ces charges à caractère général qui englobent notamment ces frais, c'est cette contribution pour la piscine, mais d'autres choses également. Je ne détaille pas ici pour être au rendement du budget. Un mot de la structure d'emploi et de la base salariale, puisque ça fait partie de la figure imposée du débat d'orientation budgétaire que de présenter ces chiffres-là. Vous avez la répartition de catégorie A, B, C, la répartition sur la partie gauche. On voit qu'il y a une répartition qui est en comparaison, j'évoquais précédemment d'autres fonctions publiques, fonction publique d'État par exemple, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On voit très bien qu'il y a une prépondérance des catégories B et des catégories C dans les communes, pour des raisons qu'on comprend en regardant tout de suite à droite, puisque là, vous avez une structure des emplois qui vous donne la répartition en nombre de personnel. Donc, on n'est pas en budget, on n'est pas en valeur, on est en nombre de personnel par filière. Et dans l'ordre de décroissement, vous voyez très bien que la filière technique, tout ce qui touche au service technique au sens large, domine pour un tiers des emplois, suivi de l'animation qui là procède d'une volonté politique, puisque nous réalisons un ensemble de services au service au profit des habitants. Le social, le culturel, voilà, c'est tout là. Donc, c'est des pourcentages de nombre d'emplois. En masse salariale, je l'évoquais, voilà ce que nous avons en atterrissage budgétaire prévisible, qui n'est pas encore fait complètement au compte administratif de 2021. C'est la case la plus à droite du tableau, c'est de 2021 trèfle. Donc, un atterrissage budgétaire de la masse salariale, des dépenses personnelles à ce stade des choses de 11 210 000. Je vous rappelle précédemment qu'au budget, nous avions 11 600 000 euros au budget 2021. Il est normal, comme je le rappelle chaque année, d'avoir une différence, puisque il y a une parfaite charnière entre des gens qui quittent des emplois et qui sont remplacés par d'autres, une période de liaison entre un poste entre une personne et une autre, donc ça procède d'une diminution mécanique et systématique du budget de personnel. 11 210 comparé à 11 600, ça fait 97%. Donc on réalise 97% du budget de dépenses de personnel,
Ce qui est c'est un très bon chiffre et démontre qu'il y a une bonne planification. Imaginez si nous n'étions qu'à 60% de la réalisation du budget de dépenses de personnel, cela pourrait signifier que soit il y a un problème d'attractivité, soit il y a un problème de salaire, soit il y a un autre problème. Le fait d'être à 97% du budget, pas que cette année, hein, toutes les années, démontre qu'il y a une bonne harmonie des facteurs qui font que ceux qui viennent à Viroflay, ils viennent vite. Et donc, il n'y a pas de vacances de poste qui durent trop longtemps. C'est un paramètre, un macro-paramètre en quelque sorte, un peu sec, un peu comptable, mais qui traduit quand même des réalités qui peut déduire derrière. Donc pour l'atterrissage budgétaire, on verra ça à une autre occasion quand on présentera le compte administratif. Vous avez là le détail des 11 210 000 euros qu'on voyait précédemment. Donc c'est 11 209 931, on l'a arrondi. Vous retrouvez là le détail en fait, de ces dépenses de personnel par nature. Oui, c'est réglementaire. Je précise un point quand même, parce que je me suis posé la question. En bas à droite, il y a marqué prime CIA. CIA, c'est complément indemnitaire annuel. La confusion. Ça n'a absolument rien à voir avec ce à quoi vous pensez. C'est quelque chose qu'on a voté il y a 1 ou 2 ans. Et en autre, mon CNBI, il va être bizarre. Tout à fait. Un mot du fonds de péréquation intercommunal. Alors, c'est le fameux FPIC. Donc, vous voyez les variations. Donc, en 2022, on prévoit un paiement de 700 000 euros. Pourquoi ce FPIC a des creux à certains moments? Parce que l'agglomération de Versailles-Grand-Parc a plusieurs années de suite aidé les collectivités, les membres adhérents en fait, à Versailles-Grand-Parc à supporter en fait, ce coût. Ce qui explique que certaines années, le montant est plus faible. Enfin, en gros, ce n'est pas une ligne droite ascendante, ce n'est pas une droite affine. Que si vous êtes investisseur, si le jour où le FPIC est coté en bourse, je vous conseille d'en acheter, ça monte tout le temps. Donc, voilà, ça peut être un bon investissement. Le monde est pas là. Pourquoi on a mis 700 000 euros? Parce que, pour les raisons que j'évoquais précédemment, parlant des impôts de production. Une fraction de ces impôts de production qui baissent, donc, comme je l'indiquais, au profit des entreprises, améliorant la compétitivité, etc., une fraction de cet impôt revient aussi à Versailles-Grand-Parc en tant qu'agglomération. Je rappelle que c'est une agglo, un taxe professionnelle unique, avec ce taxe professionnelle qui peut aussi se scinder dans plusieurs autres formes de taxes. Et donc, Versailles-Grand-Parc sera impacté aussi par ces baisses d'impôts de production. On est dans ce mécanisme de transfert, finalement, d'une charge d'un acteur A vers un acteur B. Donc, on n'est pas certain, on est moins certain que les années précédentes, en tout cas, que, encore une fois, en 2022, l'agglomération pourra aider financièrement à prendre en charge une partie de ce pic. Donc, on a compté 700 000 euros. Peut-être que ça ne se produira pas, mais peut-être que oui. Il va falloir là encore attendre, comme je l'indiquais, qu'un certain nombre d'échéances soient derrière nous pour actualiser ces hypothèses. Dans l'état actuel, nous en sommes là. Donc, au bilan, quand on met ça bout à bout, on arrive à ces courbes magnifiques, tout à fait parlantes pour tout le monde, que je ne détaillerai pas intégralement, je vous rassure, simplement en nous concentrant sur les deux d'en bas, qui sont les résultantes finalement de celles du groupe d'en haut. Celle d'en bas montrant deux choses en fait. La bleue, la capacité d'autofinancement prévisionnel. Rappelez-vous cette diapo il y a 10 minutes à peu près, où on voyait le lien entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le premier alimentant le deuxième au travers de cette capacité d'autofinancement. Donc on retrouve les 2 100 000 en 2022, donc 2 075 qu'on a arrondi dans la présentation de 1900. C'est notre épure pour le moment. Je rappelle encore une fois, elle n'est pas définitive, mais vous en voyez l'évolution au cours des années passées. Donc, la courbe bleue. Et au-dessus, la courbe verte, c'est le réalisé, c'est la même capacité d'autofinancement, mais constatée après exécution opérationnelle.
Alors, il y a une chose qui est intéressante, et oui, alors, un petit point, on voit une flèche qui monte au ciel à 11 millions d'euros. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce sont 11 millions qui sont provisoirement dans nos comptes, qui sont le résultat de différentes sessions foncières. Donc, on crée évidemment une recette exceptionnelle à une hauteur inégalée dans l'histoire de la ville, je pense, mais qui ne sont là que de façon provisoire, puisque assez rapidement, on peut faire que ces sessions sont attachées à des projets. On parle de la place de la fête, du réservoir, de la rue Pierre-Curie. Ce sont des montants en fait, qui vont être dépensés dans l'année. Donc, ce n'est pas du tout un trésor de guerre qui subitement nous enrichirait à hauteur d'une ville de 70 000 habitants. Pas du tout, c'est tout à fait momentané et provisoire, comme je l'ai dit. Alors, il y a un point quand même, je terminerai en un point sur ce graphique. Ce qui est intéressant, c'est de constater que en 2020, entre 2020 et 2021, les deux courbes bleues et vertes sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a eu une bonne prévision budgétaire en 2020, puisque la divergence de la courbe verte par rapport à la bleue, la distance en gros entre la bleue et la verte en 2020 et en 2021, la distance entre ces deux courbes est la même. Si nous étions plantés sur le plan budgétaire en 2021, on aurait un écart entre vert et bleu en 2021 qui aurait soit augmenté considérablement, soit se serait rapproché considérablement. Le fait que ces deux courbes restent à équidistance entre les deux années successives est plutôt intéressant, puisque démontre qu'on a eu une bonne prédiction budgétaire. Je rappelle qu'en 2021, on était déjà dans une période de forte volatilité, forte incertitude. Alors, pourquoi ça marche? C'est rien de magique. C'est par l'application de la méthode des trous et des bosses, où, de façon optimiste, on sait très bien que tout ne va pas mal en même temps et tout ne va pas bien en même temps. Et donc, en faisant des moyennes de tout ça, on arrive finalement à, sur les plages, vous savez, les gamins qui font des pâtés, les petits qui font des trous. Si vous prenez les pâtés, vous voulez passer ça dans les trous, ça fait une plage qui glisse. C'est un peu la même logique qui est là. Et ce que cette courbe nous montre intéressant, parce que c'est pas tous les ans qu'on a des circonstances aussi particulières. Je me souviens rapidement, en remerciant d'ailleurs les services de finance de la ville qui supportent en permanence sur les sollicite sur ces sujets-là. Un mot de l'endettement, donc il a aussi doit être présenté. Donc vous avez devant vous les éléments d'endettement à échéance de cette année, donc au 31/12 de 2022. Un encours de capital respondu qui vous est donné à 5 025 avec 2 emprunts, une capacité de désendettement de 2,5 ans, c'est la longueur de ligne, et puis des perspectives d'emprunt qu'on va voir plus loin, qui sont attachées à un plan d'investissement qui est exposé, qui, si on se posait la question de quelle serait notre capacité de désendettement en nombre d'années dans les années à venir, jamais on ne dépassera les 6 ans. Jamais. En l'état actuel des choses. Maintenant, à revoir peut-être après juin, mais voilà, c'était pour rassurer qu'à horizon 2025-26, on restera tout à fait à flot financièrement, toutes choses étant égales par an. Et donc, nous parlions du plan annuel, pluriannuel d'investissement. Alors, d'abord, un petit point à préciser. Il y a marqué dépenses hors emprunt, et entre parenthèses en haut à gauche, c'est emprunt inclus. C'est aussi une petite erreur de copier-coller. Voilà, donc on reprend ici un certain nombre de projets en investissement sur plusieurs années, puisqu'on va de 2022 à 2025, vous voyez. Un certain nombre de projets dont on a déjà entendu parler, le gymnase de Préaubois, la réhabilitation de la marché, etc. Je ne vous dis pas tout, vous avez sous les yeux, avec les montants prévisionnels que nous imaginons aujourd'hui au moment de ce débat d'augmentation budgétaire et des projections multiannuelles qui forment ensemble le fameux plan pluriannuel d'investissement qui vous est présenté. On a rajouté quelques logos pour rendre la chose un peu plus digeste, par manque de présenter des chiffres, ça rend des tableaux, en montrant qu'il y a sur tous ces projets quasiment
toujours une amélioration de l'accessibilité des lieux, toujours une démarche environnementale et d'économie d'énergie. Je disais récemment que je pense que d'ici 1 ou 2 ans maximum, on ne parlera même plus de ça, tellement ce sera devenu la nouvelle normalité. Je disais en présentant lors d'une commission de présentation qu'on n'est pas dans des projets on va rajouter la lavabo et la robinet et des WC. On est plus en 1942. Quoi. Tout ça va devenir la nouvelle normalité, mais encore cette année, on le présente. J'espère que très vite, ça rentrera tellement en évidence qu'on n'aura plus en parler. Donc vous voyez les encours, vous voyez les projets, donc le bâtiment urbanisme. Parmi les autres opérations du bâtiment à hauteur de 1 250 000 €, ce qui est quand même un montant assez important, on parle d'un certain nombre de dépenses qui touchent à. Alors, ça s'appelle entretien courant, mais ce n'est pas forcément que l'entretien stricto sensu, c'est beaucoup de l'amélioration. On en parlera si vous voulez en détail, mais on est en investissement, pas dans la réflexion, je dirais, à l'identique de quelque chose qui s'est terminé. Et en page suivante, on voit le complément de dépenses montrant tout ce qui touche au programme Bio 2025 et à la voirie. Et avec surtout des photos que vous retrouvez en bas de tableau qui vous montrent les niveaux d'investissement à venir, non seulement en 2022, dans les plans budgétaires du DOB d'aujourd'hui, mais aussi projetés sur les années qui suivent et expliquant peut-être à rebours pourquoi j'évoquais précédemment l'importance à la fois des paramètres macroéconomiques du pays, la capacité d'emprunter, l'incertitude quant à la recherche d'économies qui vont peut-être devoir se produire sur les collectivités territoriales. Voilà, tous ces points évoqués précédemment avaient comme sous-jacent en quelque sorte ces chiffres-là que vous voyez en bas de colonne, au-delà de 2022, qui sont particulièrement importants, puisque on est à des niveaux d'investissement de 15 millions € par an sur 2 années successives. D'où l'importance de tenir les choses de façon la plus réaliste, lucide et de rigueur possible. Un mot des recettes, un mot rapide, parce que vous ne voyez pas grand-chose, je pense, mais c'est pas grave. Regardez simplement les chiffres en bas. On reprend ici, en fait, le projet que vous voyez précédemment. Mais cette fois-ci en exposant les recettes que nous pouvons espérer. Je fais référence à la dernière ligne qui s'appelle totale, en bas, en bleu. Et soulignant, alors il y a des petites lignes qui ne sont pas très visibles à l'écran, vous m'excusez, mais qui s'appellent en fait, sont intitulées recherche de subventions. Et là, je fais écho à nouveau à ce dont je parlais précédemment. Vous savez, quant à l'importance d'avoir un bon scoring financier de la ville, d'avoir une bonne dotation de la ville en matière environnementale aussi, de telle sorte à pouvoir rechercher au mieux les subventions auxquelles nous aurons droit. Je fais référence à ce qu'on a vu déjà passé, un fameux plan de relance que j'évoquais, ou France 2030, qui est une autre initiative d'investissement. Ce ne sont pas nouvelles, ça reprend simplement ce qui s'appelait un temps les investissements d'avenir. Ça a été relooké, puis réorienté, un peu plus fléché vers différents sujets qui, à l'époque où les investissements d'avenir sont apparus, on n'avait pas le même impératif de priorité que celui d'aujourd'hui. Mais en gros, ces enveloppes d'argent sont celles qui vivent depuis ces années-là, évoquant aussi la possibilité de s'inscrire sur des fonds européens. Enfin bref, partout où nos orientations en matière d'investissement nous permettront de solliciter des subventions parce que la politique de rénovation, construction et investissement que nous consentons va dans le sens de rechercher plus encore dans les années à venir plus d'économie d'énergie, plus de frugalité énergétique, sans pour autant baisser le niveau de prestation qu'il faut faire. Bien partout, nous rechercherons des subventions pour abonder financièrement à ces orientations. Et donc, en avant-conclusion,
Oui, parce que là aussi, on doit le présenter, je crois. Un zoom sur le logement social, avec les courbes que vous connaissez, puisqu'on les présente depuis plusieurs années pour vous permettre d'en connaître l'évolution. Alors, un point qui n'apparaît pas quand même sur cette courbe, qui est intéressant, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un ralentissement de 2021. On verra un petit peu de plateau, hein. Mais je crois que Julien peut-être en parlera si on veut. On a eu en 2021 une subvention exceptionnelle de 342 000 € octroyée à la ville au titre des maires bâtisseurs. Merci aux maires bâtisseurs, démontrant quand même qu'il y a quand même une reconnaissance au moins financière au travers de ce budget de maires bâtisseurs, des efforts de construction qui sont concédés, et pas seulement dans le domaine social, mais dans tous les domaines. On connaît la crise importante que connaît l'immobilier aujourd'hui, l'accession à la propriété est quasiment impossible pour une bonne partie de la population, tant la bulle immobilière inflationniste est telle, et la difficulté aussi de trouver des locations pour nos concitoyens. Donc, recevoir dans ce contexte 342 000 € en 2021 de subventions pour les bâtisseurs, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Et en conclusion de tout ça, donc, construire en 2022 un budget caméléon, on l'a évoqué, préserver notre programme d'investissement, qui est celui qui vous a été exposé, sous contrainte, vraisemblablement, baisse de recettes, nombre de subventions, et là encore le caméléon s'en sortira, on pense. Et puis surtout, le troisième point, sans trop tarder, contractualiser des conditions financières stables sur plusieurs années pour pouvoir véritablement exécuter ce plan pluriannuel d'investissement qui vous a été présenté. J'en ai terminé, monsieur le maire.